Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne. Toujours très heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver pour notre rendez-vous Panorama Info. Malgré l'actualité qui est souvent dramatique et sur laquelle je vais d'ailleurs revenir dans ce numéro de Panorama Info. Je voudrais revenir brièvement aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les conséquences, on vous en parle beaucoup dans nos grands médias, mais il y a certaines conséquences qui peut-être, fort heureusement d'ailleurs, ne sont pas encore réalisées, mais qui sont peut-être encore plus inquiétantes. Le pays où cette attaque russe a eu le plus grand retentissement, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Pologne, c'est Taïwan. En effet, il existe un certain nombre de similarités entre les situations ukrainiennes et taïwanaises. Pour résumer, l'Ukraine est un pays, même s'il est plus grand que la France, qui est relativement petit par rapport à la Russie, comme l'est, bien sûr, l'île de Taïwan par rapport à la Chine. La Russie ne cesse de remettre en doute, de remettre en cause la légitimité de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Quant à la Chine, elle nie toute possibilité d'indépendance pour Taïwan, même si cette île est de fait indépendante depuis 1949. La Russie prétend avoir une légitimité historique sur le territoire ukrainien en remontant aux Russes de Kiev du milieu du Moyen-Âge. Et la Chine a exactement la même prétention sur le territoire insulaire de Taïwan. La Russie considère que l'Ukraine fait partie intégrante de sa sphère d'influence, au nom de l'ancien empire des Tsars ou de l'ancienne Union soviétique. La Chine pense exactement la même chose au sujet de Taïwan. Voilà pour les similarités. Maintenant, le contexte. Taïwan est une île qui a été dominée pendant des siècles, directement ou indirectement, par la dynastie des Qing, dynastie du continent, donc de Chine. La population taïwanaise est majoritairement de souche Han. Les Han, c'est l'ethnie principale et dominante de la Chine. Tout comme la population de la Chine continentale. Conquise par le Japon en 1895, l'île est demeurée japonaise jusqu'à la défaite du Japon en 1945. Elle a ensuite été intégrée à la République de Chine dirigée par Chiang Kai-shek, mais ça a été un épisode de très courte durée puisqu'il s'est terminé avec la victoire communiste en Chine continentale de 1949, la défaite de Chiang Kai-shek et de ses armées à l'issue de la guerre civile chinoise. Cette défaite a entraîné le départ du généralissime Chiang Kai-shek et de ses troupes, de ses partisans et de leurs familles pour Taïwan, où le gouvernement et les institutions de la République de Chine se sont alors installés. Aucun accord de paix n'a jamais été conclu à l'issue de la guerre civile chinoise. Et deux gouvernements, l'un à Pékin, l'autre à Taipei, ont revendiqué, à partir de 1949, leur légitimité à représenter l'ensemble du territoire chinois, continent, plus Taïwan. Depuis 1949, cependant, un sentiment identitaire et un goût de l'indépendance se sont fortement développés au sein de la population taïwanaise, dont la majorité a toujours connu cette période d'indépendance de fait, puisque la majorité de la population est née après 1949. Et ce sentiment s'est encore accentué depuis la fin du régime de Chiang Kai-shek
et l'établissement d'une démocratie exemplaire sur l'île de Taïwan. Le contexte chinois est bien sûr différent. La République populaire de Chine considère Taïwan comme une province renégate en état de rébellion. Si ces efforts de réunification pacifique échouent, elle se réserve le droit, et elle le clame suffisamment fort, d'utiliser la force pour parvenir à ses fins. Dans son discours à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois, le 1er juillet 2021, le président Xi Jinping a dit, je cite, « Résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification complète sont une mission historique et un engagement intangible du Parti communiste chinois. » Fin de citation. L'invasion de l'Ukraine par la Russie vient de prouver aux dirigeants chinois qu'il est encore possible, en 2022, d'envahir un voisin. La prochaine invasion pourrait donc être celle de Taïwan. Et cette invasion pourrait alors provoquer une guerre, voire une guerre mondiale, entre la République populaire de Chine et les États-Unis et leurs alliés. Il y a cependant des différences entre les situations ukrainiennes et taïwanaises. L'Ukraine a, avec la Russie, une frontière terrestre longue de 2000 km, sur un terrain plat et difficilement défendable. Taïwan, de son côté, est une île, séparée du continent chinois par le détroit du même nom, le détroit de Taïwan, qui, à son point le plus étroit, ne fait que 130 km de large, soit une distance similaire à celle séparant Cuba des côtes de la Floride ou la Corse du continent français. Toute tentative d'invasion de Taïwan serait donc beaucoup plus compliquée et difficile que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela nécessiterait la mise en œuvre de la plus grande opération amphibie de toute l'histoire de l'humanité, avec le débarquement de centaines de milliers de soldats, le maintien d'une supériorité aérienne au-dessus du détroit et autour de l'île et au-dessus de l'île, ainsi qu'une maîtrise navale des eaux du détroit et de celles entourant l'île. La situation politique de Taïwan est complètement différente de celle de l'Ukraine. Taïwan n'est pas membre de l'ONU, contrairement à l'Ukraine. Seule une quinzaine d'États, petits pour la plupart, parmi lesquels Haïti ou le Paraguay, reconnaissent encore la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan. La République populaire de Chine, de son côté, refuse tout lien diplomatique avec un État qui reconnaîtrait la République de Chine, Taïwan. La République populaire de Chine est la seconde économie mondiale. La Russie en est très loin. Sa population est de 1,4 milliard d'habitants, contre 23,5 millions pour Taïwan. La quasi-totalité des pays du monde adhèrent à la doctrine officielle chinoise d'une seule Chine et ne reconnaît pas Taïwan comme étant un État indépendant. Cependant, Taïwan est considéré par les États-Unis, par l'OTAN, par le Japon, par la Corée du Sud et par les Philippines comme un allié majeur, même si c'est un allié non officiel. Les USA vendent de l'équipement militaire à Taïwan pour des milliards de dollars. Avions de chasse, hélicoptères sophistiqués, missiles, sous-marins, navires. Des bâtiments de guerre états-uniens patrouillent de manière routinière dans les eaux du détroit de Taïwan, aux grandes dames de la Chine, au moins une fois par mois. En octobre 2021, le président Joseph Biden a publiquement déclaré que les États-Unis viendraient au secours de Taïwan en cas d'invasion. Pour les États-Unis, Taïwan est devenu au XXIe siècle le territoire ayant une très haute valeur stratégique. Il est devenu l'épicentre de la guerre froide USA-République populaire de Chine, comme le fut Berlin-Ouest durant la seconde moitié du XXe siècle, à l'époque de la guerre froide avec l'URSS. Qui aura le contrôle de Taïwan s'imposera au XXIe siècle, et ce pour différentes raisons. D'abord, la République populaire de Chine a un littoral
long de 14 000 km. C'est l'un des plus longs du monde, après celui des États-Unis, je pense, sur lequel sont situés de grands ports qui comptent parmi les plus importants de la planète. Je ne citerai parmi ceux-là que Hong Kong, Shenzhen, Ningbo, Shanghai, Qingdao, Tianjin. Ces ports connectent la République populaire de Chine au reste du monde, en particulier en ce qui concerne les exportations, et on sait que la Chine est devenue l'atelier du monde et le fournisseur du monde entier. Mais cet accès au reste du monde est limité par des milliers d'îles, grandes et petites, habitées ou pas. Les îles les plus importantes constituent des États. L'archipel japonais, l'archipel de Ryukyu, situé au sud du Japon et qui appartient à ce pays, Taïwan, l'archipel des Philippines, Bornéo, dont la partie nord fait partie de la Malaisie, et le reste est indonésien, tout comme l'est une autre grande île qui encercle la Chine, Sumatra. Toutes ces îles séparent la mer Jaune, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale de l'océan Pacifique. Tous ces pays que je viens de citer sont des alliés des États-Unis. Les navires chinois, qu'ils soient militaires ou marchands, doivent obligatoirement passer par les eaux contrôlées par ces États pour gagner l'océan Pacifique ou l'océan Indien. Dans les années 50, après la victoire communiste en Chine continentale, les États-Unis ont développé une stratégie dite de première chaîne insulaire, qui constituait en l'établissement d'une alliance militaire étroite avec la Corée du Sud et l'ancien ennemi japonais, ainsi qu'avec Taïwan, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de la création de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui comprenait à l'origine ces derniers pays, sauf Taïwan, ainsi que Singapour. Cette alliance permet aux États-Unis de contrôler directement ou indirectement toutes les routes maritimes chinoises. En cas de conflit, il serait donc facile pour les États-Unis d'établir un blocus de la Chine. Taïwan est l'élément central et essentiel de cette stratégie, tant du point de vue états-unien que du point de vue chinois, car l'île est au centre géographique de la fameuse chaîne insulaire. Si la République populaire de Chine parvenait à s'emparer de Taïwan, elle éliminerait du même coup un point de blocage essentiel à ses ambitions commerciales et militaires, et elle couperait en deux l'alliance stratégique états-unienne. Cela permettrait à la flotte chinoise, y compris à ses sous-marins nucléaires, de pénétrer librement dans l'océan Pacifique sans être détectée ou gênée, ce qui améliorerait grandement les capacités stratégiques de la République populaire de Chine. Les États-Unis sont déterminés à empêcher la réalisation d'un tel scénario, et ce, à tout prix. Tant du point de vue états-unien que du point de vue chinois, Taïwan est donc devenu un enjeu essentiel. Deuxième raison, l'économie taïwanaise est de première classe. Elle dépasse largement le poids réel de l'île au niveau mondial. C'est là une différence essentielle avec l'Ukraine. Le PIB, le produit intérieur brut de l'Ukraine, avant l'invasion russe, s'élevait à 155 milliards de dollars, tandis que celui de Taïwan est 5 fois plus important, 786 milliards de dollars, l'équivalent de celui d'un pays comme la Turquie, alors que la population de ce dernier pays est 4 fois plus élevée que celle de Taïwan. L'industrie taïwanaise, et ça c'est le plus important, domine le marché des semi-conducteurs et des microprocesseurs, et c'est elle qui en fournit pour presque tous les équipements militaires avancés à travers le monde. Ordinateurs, avions de chasse, systèmes de défense antiaériens, etc. 92% des semi-conducteurs et des microprocesseurs vendus dans le monde sont fabriqués à Taïwan, dans de nombreuses usines à la technologie de pointe. Presque toutes ces usines appartiennent à une seule et même compagnie taïwanaise, dont le sigle est TSMC, et qui ne dira peut-être pas grand-chose à nos auditeurs. Or, TSMC est certainement devenue la compagnie la plus puissante au monde. Sa valeur dépasse les 540 milliards de dollars, ce qui en fait la 10e corporation mondiale. Cette valeur dépasse le produit national brut de la plupart des États au monde.
Elle est devenue indispensable tant pour la République populaire de Chine que pour les États-Unis. L'industrie militaire états-unienne est largement dépendante de TSMC, dont les centres de production sont situés tout près du territoire du principal adversaire actuel des États-Unis, la République populaire de Chine. Une éventuelle conquête de Taïwan assurerait la domination mondiale de la République populaire de Chine. Ce pays représente 60% des besoins mondiaux en semi-conducteurs et en microprocesseurs, et la majorité de ceux-ci est importé ou fabriqué sur place par des fournisseurs étrangers. Dans ce domaine, Taïwan est un fournisseur essentiel de la République populaire de Chine. Et en cas d'invasion de l'île, le risque serait énorme que tout ou partie de ces usines ne soit détruite durant les combats ou du fait d'éventuels sabotages taïwanais. TSMC dispose également d'usines en Chine continentale et aux États-Unis, mais les produits les plus avancés technologiquement sont uniquement fabriqués dans l'île. Afin de réduire leur dépendance technologique envers Taïwan, les États-Unis ont prévu d'investir 52 milliards de dollars pour fabriquer des semi-conducteurs et des microprocesseurs sur leur territoire. Mais il leur faudra des années avant de réduire leur dépendance actuelle. Et de son côté, TSMC a prévu d'investir 100 milliards de dollars durant les prochaines années dans la recherche et le développement de leur technologie. L'industrie des semi-conducteurs et des microprocesseurs constitue donc pour Taïwan un véritable bouclier. C'est toute l'économie mondiale qui serait mise à mal en cas d'invasion chinoise. Autre raison, la population de la République populaire de Chine va atteindre son plus haut sommet en 2025, avant de commencer à régresser du fait de la politique passée et révolue de l'enfant unique et de la baisse de la natalité qui en a découlé. Le pic de la population en âge de travailler a d'ailleurs déjà été atteint dès 2010 et depuis lors, le déclin de cette population active est beaucoup plus important que celui connu durant la même période aux États-Unis. Contrairement aux États-Unis, la République populaire de Chine dispose sur son territoire de réserves pétrolières et gazières limitées. Or, l'économie chinoise est toujours plus assoiffée d'énergie. La République populaire de Chine est le plus gros importateur mondial de produits pétroliers et gaziers. Elle consomme 10,8 millions de barils de pétrole quotidiennement, soit les 3/4 de la consommation mondiale. Selon les prévisions, le pic de ces importations, principalement venues du Moyen-Orient, devrait être atteint entre 2030 et 2035. Une éventuelle invasion de Taïwan ne pourrait donc se produire qu'entre maintenant et les années 30, car après, le déclin de la République populaire de Chine aura commencé, alors que celui des États-Unis sera moindre. C'est ce qui explique que durant les dernières années, la République populaire de Chine a été de plus en plus agressive sur des questions telles que Hong Kong, le Xinjiang ou le contrôle de la mer de Chine méridionale. Les experts militaires états-uniens prédisent qu'une éventuelle invasion chinoise pourrait intervenir autour de 2027. Taïwan, comme tous les pays du monde, maintient une zone d'identification aérienne, ADIZ, selon le sigle anglais. Les avions de l'armée de l'air de la République populaire de Chine violent cette zone de plus en plus souvent. En 2020, il y a eu 380 incursions de l'armée de l'air chinoise dans cette zone et en 2021, leur nombre est passé à 961. L'aviation taïwanaise est donc mobilisée au quotidien afin de tenter de faire face à ces incursions, poussant à leur limite extrême les capacités de cette armée de l'air, tant du point de vue humain que matériel. Les différentes options de la République populaire de Chine vis-à-vis de Taïwan. Taïwan est le nom de la grande île, ancienne Formose, mais Taïwan en tant que pays est constitué non seulement de cette île, mais d'autres îles également. Plusieurs autres îles et archipels font en effet partie de l'état de fait, du pays de fait Taïwan, dont certains sont fort éloignés de l'île principale. Je citerai en particulier les îles Pratas,
qu'on appelle en chinois Dongsha, qui sont un atoll formé de 3 îles couvrant une superficie de seulement 1,7 km² et situé dans le nord-nord-est de la mer de Chine méridionale, à 243 km au sud-sud-est de Jiazijiao, un cap localisé à l'est de la ville-préfecture de Shanwei, sur la côte méridionale de la province chinoise de Guangdong, et à 422 km à l'ouest-sud-ouest de Kaohsiung, à Taïwan. Ces îles sont administrées par la République de Chine, Taïwan, mais sont néanmoins revendiquées, bien sûr, par la République populaire de Chine, au même titre que toutes les autres situées le long de ses côtes. Il existe sur ces îles une station militaire et scientifique taïwanaise permettant l'hébergement des résidents temporaires et servant de poste de secours pour les équipages de pêcheurs. Les îles disposent aussi d'un aéroport. Il y a aussi l'île de Ituaba, connue en chinois sous le nom de Taiping Dao, qui est la plus grande île de l'archipel des Spratleys, située au nord de la mer de Chine méridionale. D'une superficie de 1,4 km², cette île forme également le point culminant de l'archipel. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette île abritait une base sous-marine de la marine impériale japonaise. Après la guerre, une garnison chinoise de Chine nationaliste s'y est établie de 1947 à 1950. C'est la seule île de l'archipel des Spratleys encore gouvernée par la République de Chine, Taïwan. L'île dispose d'une piste d'atterrissage et d'un quai. La République populaire de Chine pourrait être fortement tentée de s'en emparer à moindre coût dans le cadre d'une opération militaire limitée contre les îles Pratas et de Taiping. Ensuite, il y a les îles Matsu, qui constituent un archipel de 19 îles et îlots couvrant une superficie totale de 29,6 km², située dans la mer de Chine orientale. Administrativement, il s'agit du plus petit comté toujours administré par la République de Chine Taïwan, et sa capitale est la ville de Nangan. Cet archipel de Matsu est situé à 9 km seulement de la côte de la province de Fujian, en République populaire de Chine. Sa population actuelle est de 13 500 habitants. L'archipel est devenu un lieu touristique important et dans le cadre d'une opération militaire plus ambitieuse que pour les îles Pratas ou Taiping, la République populaire de Chine pourrait tenter de s'en emparer pour s'en servir de moyen de pression afin d'amener Taïwan à s'engager dans un processus de réunification dit pacifique. Ensuite, il y a l'île de Kinmen, souvent appelée Quemoy en Europe, qui se trouve à 6 km seulement du continent chinois, tout près de la grande ville portuaire de Xiamen. Sa population est beaucoup plus importante que les autres, 140 000 habitants. L'île forme un comté de la République de Chine, Taïwan. La République populaire de Chine pourrait là aussi tenter de s'en emparer dans le même but que dans le cadre d'une opération éventuelle contre Matsu. Mais ce serait un moyen de pression encore plus important pour pousser Taïwan à s'engager dans un processus de réunification. Si toutes les options que je viens de citer échouaient, la République populaire de Chine pourrait passer à un niveau supérieur, l'établissement d'un blocus de Taïwan. Ce serait le niveau ultime avant une invasion en tant que telle. Passons maintenant à l'hypothèse d'une invasion en tant que telle. Ce serait certainement l'option la plus ambitieuse, avec des risques de dommages collatéraux énormes à Taïwan. Il est connu que pour occuper et dominer un territoire hostile, une armée venue de l'extérieur doit disposer d'un ratio d'au moins 20 soldats pour 1000 civils. La population de Taïwan s'élevant à 23,5 millions d'habitants, la République populaire de Chine aurait donc besoin de 400 000 soldats au minimum pour accomplir l'invasion et l'occupation de l'île. Compte tenu des pertes prévisibles, ce sont 600 000 soldats qu'il faudrait prévoir pour une telle opération, soit près du tiers de l'armée active de la République populaire de Chine, qui compte 2 millions d'hommes sous les drapeaux. Comme référence historique, le débarquement de 1944 en Normandie fut jusqu'à maintenant la plus grande opération amphibie de tous les temps. Or, il n'y a eu que 156 000 hommes engagés côté allié dans cette opération. La République populaire de Chine, pour arriver à ses fins,
devrait donc s'engager dans une opération au moins 4 fois plus importante que le débarquement de Normandie. Elle aura besoin pour cela de milliers de navires, d'avions, de missiles, ce qui nécessiterait en amont, une énorme opération logistique qui se poursuivrait donc avant et pendant l'invasion. De tels préparatifs logistiques ne passeraient d'ailleurs pas inaperçus et Taïwan aurait tout le temps d'être prévenu, grâce aux États-Unis et à ses propres moyens, de l'imminence d'une telle opération. En plus, il y a peu de lieux possibles de débarquement à Taïwan. Les 2 tiers orientaux de l'île de Formose sont dominés par de hautes montagnes et le littoral est constitué de falaises abruptes et rocheuses, ce qui est tout à fait inadapté pour un éventuel débarquement. Quant au littoral occidental, il est constitué par une plaine côtière relativement basse, mais les eaux qui l'abordent sont peu profondes, ce qui rendrait difficile l'approche de navires de débarquement. Il n'y a qu'un nombre très limité de plages, situées toutes soit au nord-ouest, soit au sud-ouest de l'île, qui permettraient d'y lancer une telle opération. Taïwan a donc eu tout le temps de se préparer à une telle éventualité en fortifiant et en protégeant ces endroits. Détail important et pas anodin du tout, la plupart des usines de TSMC sont situées à proximité de ces plages et elles se retrouveraient donc en pleine zone de combat en cas de débarquement. Leur destruction partielle ou totale serait en fait une perte inestimable pour Taïwan, mais surtout pour l'envahisseur. En outre, le relief très montagneux de l'intérieur de l'île permettrait aux Taïwanais de mener une résistance armée de longue durée qui serait très difficile à maîtriser et à vaincre. Enfin, un succès de la République populaire de Chine permettrait de briser la chaîne des îles et de projeter librement la puissance chinoise dans le Pacifique, à améliorer la capacité nucléaire de la République populaire de Chine et à saboter l'alliance états-unienne avec les autres pays de la région, tout en récupérant les clés de l'industrie mondiale des microprocesseurs et ainsi de rattraper le retard technologique sur les États-Unis. Mais les risques seraient immenses. Si les États-Unis et leurs alliés japonais et australiens intervenaient dans une telle situation contre la République populaire de Chine, cela causerait des dégâts énormes à l'armée de la Chine, de l'armée populaire chinoise, qui, contrairement aux armées des États-Unis et de ses alliés, n'a aucune expérience de guerre récente. La dernière remonte à des escarmouches frontalières avec le Vietnam en 1979. Et depuis, l'art de la guerre a fortement évolué depuis 1979. Une éventuelle défaite à Taïwan constituerait une terrible humiliation pour la République populaire de Chine et elle remettrait inévitablement en cause la légitimité du pouvoir du Parti communiste chinois sur la Chine. Par contre, une victoire chinoise serait un coup très dur pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Du jour au lendemain, la position de puissance dominante des États-Unis en Asie serait remise en question et les alliés de cette région deviendraient beaucoup plus vulnérables aux pressions économiques et militaires de la Chine, ce qui pourrait provoquer des retournements d'alliance. Le Japon, de son côté, pourrait même se décider à remilitariser. La suprématie états-unienne serait définitivement remise en cause. Conclusion. Quiconque réussira à contrôler Taïwan durant la décennie actuelle sera assuré de devenir la première puissance mondiale pour au moins toute la durée du XXIe siècle. Les répercussions d'un éventuel conflit autour de Taïwan se feront sentir pendant des générations, et ce, des deux côtés. Chacun devra tout faire, chacune des deux parties devra tout faire pour parvenir à ce que Taïwan soit de son côté, et de son côté seulement. Voilà les quelques réflexions géopolitiques et stratégiques que je voulais partager avec vous, chers auditeurs, qui pourraient découler directement du conflit qui se déroule en ce moment dans les plaines d'Ukraine. À la semaine prochaine.